Petrolheads, je vous retrouve à Cambiano en Italie, dans un lieu mythique qui est le siège de Pininfarina, qui est un des studios de design qui a le plus marqué l'automobile. On a d'ailleurs là la statue de son créateur, Battista Pininfarina. Et si je suis là, comme vous l'avez vu avec le titre, c'est pour vous parler du futur de l'automobile. Et croyez-moi, c'est une énorme fierté en tant que passionné automobile de vous parler des choses très excitantes que je vais vous partager juste après. Fierté d'autant plus que ce projet-là, c'est le projet d'un franco-marocain plein de rêves, tout aussi passionné. Donc c'est un immense honneur de représenter le pays pour vous parler de ce qui nous attend au sous-sol. Et no clickbait, vous êtes vraiment pas prêts. Je vous y emmène tout de suite, mais je vous montre juste rapidement les voitures qu'il y a au musée de Pininfarina. Donc studio de design mythique italien, notamment connu pour avoir été celui de Ferrari pendant des très nombreuses années jusqu'en 2012-2013. On reconnaît un peu les lignes de la 512 BB ici. Ici à leur dernière supercar qu'ils ont entièrement designé et qui construisent, et entièrement électrique aussi, la Battista Pininfarina. La fameuse 1600 Spider et la Lancia Florida 2 qui est un exemplaire unique ici et qui était la voiture personnelle de Pininfarina. D'ailleurs, elle a des side doors par ici et il y a un truc assez atypique, c'est que non seulement on a des essuie-glaces à l'arrière, mais il y a aussi des essuie-glaces à l'intérieur. On est dans un studio de design, du coup, beaucoup de concept cars. Mais honnêtement, j'ai pas envie de vous faire durer le suspense. On y descend tout de suite. Ah, il y a juste ce concept car là aussi qui est super, c'est la Ferrari Sergio. Celle-ci, c'est le concept parce qu'elle est en barchetta, mais elle était sortie, il me semble, à 5 exemplaires en Spider et en coupé. Et elle est sortie pour rendre hommage au fils de Pininfarina qui est mort il y a à peu près 10 ans et qui s'appelait Sergio. Bon, et comme vous vous en doutez, on est chez un designer et du coup, les locaux sont hyper cool. On descend tout de suite. Et tout se passe derrière cette porte là-bas. On est en plein backstage de shooting là de la voiture. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez déjà vu un petit indice qui vient de se cacher sur ce qu'on va vous dévoiler. Mais comme vous le voyez, on est avec la Neimix HUV. Neimix qui est une toute nouvelle marque franco-marocaine. Neimix qui veut dire New Automotive Mobility Exploration. Et HUV pour Hydrogen Utility Vehicle. Avant il y avait SUV et là c'est HUV. Cette voiture-là avait déjà été dévoilée il y a bientôt 2 ans maintenant. Et elle fonctionne à l'hydrogène. Et on est d'ailleurs en plein backstage de photoshoot. Mais j'aime bien vous emmener moi dans les coulisses. Mais je vais vous expliquer tout de suite comment fonctionne une voiture à hydrogène. On sera d'ailleurs rejoint par le président de Neimix qui est Fawzi Anaja, qui est littéralement en train de faire les shoots de la voiture. Il va nous rejoindre juste après pour nous parler de ce bébé-là parce que c'est vraiment très excitant pour le futur ce que Neimix nous propose. Mais la première innovation, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est ce système qui a été breveté par eux de recharge avec des capsules. Regardez. La voiture contient littéralement des capsules de recharge à hydrogène. Qui de mieux pour vous parler de la voiture que le président et le fondateur de Neimix, Fawzi Anaja, qui est avec nous et qui nous invite aujourd'hui pour découvrir ce projet franco-marocain. Bienvenue Ismaël. Merci beaucoup Endor, merci à toi. Ça fait pas mal de temps qu'on en discute, je sais que tu es un vrai passionné et ton projet a encore plus de sens quand on sait ça. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce nouveau modèle-là que vous dévoilez aujourd'hui chez Pininfarina? Neimix, c'est un constructeur automobile qu'on a démarré en 2017. Donc c'est un long travail de développement, de design, d'engineering. Tu m'étonnes. Étape par étape. On a fait la première mondiale le 11 mai 2022, donc il y a 1 an et demi chez Pininfarina, donc ici. On avait montré donc, la voiture, le système de recharge innovant. Mais c'était vraiment la première mondiale. Depuis, on a fait différents salons d'auto, celui de Paris, le grand événement avec Sa Majesté le roi Mohammed VI à Rabat. Et depuis, voilà, là, on va présenter notre nouvelle version du modèle HEV, qui est le Hydrogen Utility Vehicle, une nouvelle vision du premium hydrogène pour à partir de 2026. Aujourd'hui, on va présenter la partie vraiment technique et de pourquoi on a fait ce choix-là en fait. Ouais, celle qui nous intéresse. Et ce qui est important pour, en tant que président fondateur, pour un projet comme Neimix, c'est d'avoir un projet réellement green, ou le plus green possible, en préservant la passion automobile. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir là, dans le monde automobile, on va tous vers la batterie, vers des sujets communs. Et la passion automobile elle se perd un peu. Et donc l'idée c'est de maintenir ça avec les différents choix qu'on a fait chez Neimix. Avant de parler de cette grosse innovation, par rapport à l'hydrogène, comment ça fonctionne concrètement cette voiture à hydrogène? Initialement, ce qu'on avait présenté il y a un peu plus d'1 an et demi, c'était la technologie pile à combustible hydrogène. Ouais. C'était une voiture électrique à pile à combustible. C'est ça.
C'est ce qui était connu jusque-là. Jusque-là, utilisé. C'est un système qui permet d'avoir un temps de recharge très court, aucune émission polluante, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients à la pile à combustible, sur des raisons de coût de production, de performance également, d'implémentation de la pile à combustible dans l'espace moteur. Voilà, il y a plein de contraintes. Ouais. Et pour se différencier et avoir un vrai côté premium, on a fait le choix en fait, du moteur thermique hydrogène. C'est l'autre solution qui fonctionne pour pouvoir faire rouler une voiture à hydrogène. Voilà. D'où le fait que depuis tout à l'heure, je vous le tease un peu, mais on a un gros bloc V8. Vous avez bien entendu, un gros bloc V8 de 6 litres 2. Et on a aussi la mention à côté H2 pour dihydrogène du coup. Si on peut bien comprendre, il ne fonctionne ni à l'essence ni à l'électrique, mais c'est bien de l'hydrogène. Cette fois-ci, l'hydrogène n'est pas utilisé pour alimenter la pile, mais directement pour être injecté dans le moteur. Sous forme gazeuse, c'est ça? Sous forme gazeuse, ouais. Initialement, une pile à combustible, c'est pour créer un courant électrique et transmettre aux roues à des moteurs électriques, comme une voiture électrique. Ouais. Là, un moteur thermique hydrogène, c'est vraiment comme un moteur essence ou diesel, sauf qu'à la place de mettre de l'essence ou diesel, on met de l'hydrogène dans les cylindres. Donc en fait, on a les réservoirs hydrogène qui contiennent l'hydrogène à haute pression et on injecte cet hydrogène-là dans un moteur à combustion interne. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir bénéficier du son moteur. On pose souvent la question. Ouais, clairement, c'est ce que... Voilà, je te laisse c'est ce que j'allais te demander, mais je ne sais pas si vous prenez un moment pour réaliser ce qu'est en train de nous dire Fawzi Pachorez, à une ère où si c'est du thermique, ben c'est que du downsizing, que des petits moteurs, le plaisir est complètement mis à l'écart pour s'adapter aux toutes nouvelles normes. Et là, en fait, on arrive avec l'hydrogène et ça frappe fort avec un gros V8 de 6 litres 2. Donc c'est une nouvelle vraiment hyper excitante pour n'importe quel passionné et pour l'automobile en général. Et tu me disais que, mis à part le fait qu'on aura le même son que sur une voiture thermique, ça pollue pas, ça dégage de l'eau du coup. De l'eau, on a moins de 1% de NOx et moins de 1% de CO2, donc c'est vraiment masse carbone qui est très basse. Et on travaille même encore sur une solution pour avoir encore moins, mais on est à moins d'1%, pas si vous vous rendez compte, donc c'est vraiment un enjeu de non-pollution. Et là, ce qui est important à comprendre, c'est que dans l'automobile, il y a la pollution qu'on émet en roulant, mais il y a la pollution qu'on émet en construisant. Exactement. Ça, c'est un vrai enjeu. Un moteur thermique, c'est de l'aluminium. Il n'y a pas de matériaux rares. Il n'y a pas de fluctuation des coûts des matériaux rares. On n'a pas besoin d'aller chercher du lithium, du cobalt, du coltan. Contrairement aux batteries des voitures électriques. Aux batteries, même aux piles à combustible, on a des matériaux rares, on a de la platine. Là, c'est un moteur thermique, comme on connaît, avec châssis en alu, un moteur en aluminium. C'est vraiment dingue, je voulais qu'on en parle aussi, mais on va revenir sur le côté technique de la voiture, vous inquiétez pas. Il faut comprendre que avant de sauter juste sur les chiffres, il y a un truc que vous aimez bien chez Nemix, si j'ai bien pu comprendre, c'est que pour rien changer, il faut tout changer. Oui, tout ça fait. Et c'est vraiment important, Pachorez, de comprendre en fait les enjeux et pourquoi c'est possible maintenant de nous proposer un gros V8 en 2023 qui sera du coup disponible dès 2026. C'est 26-27, on aura une version V8 et une version plus accessible en 4 cylindres, sur laquelle on travaille également, parce que des versions éco, des versions plus puissantes. Mais c'est sûr qu'on est en train de co-développer ce moteur-là pour qu'il soit roulant dans très peu de temps d'ailleurs. Et tu me disais aussi que du coup pour produire de l'hydrogène, pour extraire de l'hydrogène plutôt, on a besoin d'électricité. Oui. Et d'où provient en fait cette électricité aussi doit être assez respectueuse de l'environnement. Du coup, d'où proviendra la majorité de l'électricité de l'hydrogène que vous allez utiliser? Depuis nos commencements, on parle toujours d'hydrogène bas carbone. En fait, l'hydrogène bas carbone, ça inclut l'hydrogène vert, bleu, rose. C'est toutes les sources d'énergie électrique renouvelables qui permettent de produire un courant électrique. Parce que vous savez, on crée l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc là, sa molécule H2O, on récupère l'hydrogène et l'oxygène d'un côté. Et ce processus-là, il demande forcément de l'énergie. Mais il faut savoir qu'il y a, dans ce mindset d'énergie, il y a soit une stratégie de flux, comme pour les batteries, ou pour le réseau électrique qu'on connaît tous dans nos grandes villes, où il y a une production pour un certain flux donné. Mais par contre, quand il y a de la surproduction d'électricité, il y a de l'énergie qui est perdue. Et donc ça peut servir à produire de l'hydrogène et de l'électrolyse. Par exemple, en France, il y a un vrai sujet par rapport au nucléaire, comme il y a un surplus parfois de production, qui peut être réutilisé à ces fins-là. Au Maroc, qui est le vrai cas pour l'hydrogène vert, il y a un vrai plan stratégique. On a du solaire, l'éolien, il y a une vraie capacité de produire d'hydrogène massivement. C'est hyper important de savoir que l'énergie principale qui vient pour extraire l'hydrogène, vous êtes aussi sur une optique de la rendre la plus verte possible. Il faut comprendre que l'hydrogène est dans notre quotidien depuis plus de 100 ans. Il y en a partout l'hydrogène. L'hydrogène, on le produit déjà massivement dans plein d'industries, sauf que c'est polluant. En général, on émet 10 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène. Là, l'intérêt, c'est de le produire de manière propre
sans le côté polluant. Et un truc super intéressant qu'on a appris aujourd'hui avec Fawzi, c'est cette notion de perte des fois d'énergie qui est produite. Mais c'est là qu'il y a un gros avantage avec l'hydrogène et que vous avez très bien compris puisque vous avez littéralement inventé un système que vous avez breveté. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'automobile et c'est ces capsules de recharge qu'on vous montre là en instantané. Tout à fait. On dirait vraiment qu'on est dans un film de science-fiction. Ouais, on y est là. Ouais. Voilà, la capsule hydrogène. Alors souvent on me demande, mais pourquoi les capsules, pourquoi vous avez mis en place toute cette innovation? Toute technologie a un revers, forcément. L'hydrogène, le problème, c'est les stations de recharge hydrogène. Il y en a très peu, on en a que 150 en Europe, 30 en France à peine, Ouais. pas encore au Maroc, parce que voilà, une station hydrogène, en termes d'investissement, c'est assez coûteux. On C'est a entre énorme. 1 million et 10 millions d'euros pour les plus grosses stations hydrogène. Ok, Pour c'est une station. énorme, pour une seule station. Avec le génie civil, Ok. donc malheureusement, il n'y a pas assez de voitures hydrogène, donc c'est le chien qui se mord la queue, on n'arrive pas à développer Ouais. l'écosystème. Nous, on est venu avec une solution, on dit on va casser cette dynamique pour pouvoir démocratiser l'hydrogène plus rapidement, avec notre propre système, comme un peu Tesla l'a fait avec les superchargeurs à l'époque. Exactement. C'est un peu le même mindset, on va dire. Avec ces capsules-là, donc il y en a 6 à l'arrière de la voiture, donc 10 kg chacune, 10 kg à portée. D'accord. Et en termes d'autonomie à peu près, c'est... Chaque capsule a environ 500 grammes d'hydrogène compressé. Ok, Avec les 6 capsules, on peut faire environ entre 250 et 300 km d'autonomie. d'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ici une trappe hydrogène normale. Et on a donc des grands réservoirs d'hydrogène qui sont dans le sous-bassement du véhicule, dans le châssis. D'accord. Et là, on a 5 kg d'hydrogène au complet. Donc la voiture, au total, elle a 8 kg compressés à bord. D'hydrogène. Ce qui nous permet d'avoir une autonomie entre 650 et 850 km en fonction des En fonction des utilisations. conditions d'accélération. Des conditions. D'accord. D'ailleurs, un élément important par rapport à l'hydrogène, c'est qu'il n'y a pas de grands impacts quand il fait très chaud ou très froid. Vous savez, les batteries, quand il fait très chaud ou très froid, l'impact fort sur la batterie. Là, c'est comme un moteur thermique, il n'y a pas de grande différence, même dans un pays très chaud. Donc pour tous les pays très chauds, c'est une meilleure solution qu'une batterie parce que Très bien. on a une résistance à la chaleur qui est différente. Et avant de revenir sur le côté technique de la voiture, j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, parce que tu viens de nous dire un peu les coûts que c'était... les coûts que représentait la construction d'une station hydrogène, mais vous vous êtes pas seulement arrêté à juste créer des capsules, mais même Oui, c'est révolutionner l'approvisionnement en fait en hydrogène pour la les futurs distribution. clients. Ouais. Nous, notre leitmotiv, c'est démocratiser l'hydrogène aux consommateurs. Ok. Et on veut accélérer ça par notre Capic Store, Le Capic Store, ok. on appelle ça Capic Store, c'est le distributeur de capsules. Ouais. C'est la version petite, là, c'est une démo qu'on a fait pour que ça soit facile à montrer. Ouais. L'idée, c'est comme les bouteilles de gaz. Vous avez 2 scénarios. Scénario 1, vous êtes sur la route, vous avez plus d'hydrogène, et vous arrêtez dans une station hydrogène. Si vous avez la chance d'en avoir une, tant mieux. Vous faites le plein d'hydrogène avec la trappe hydrogène, Ouais. et vous remplissez à la fois les réservoirs principales et les capsules en même temps. Vous avez donc 800 km d'autonomie en 4 minutes. En Mais si 4 vous avez- minutes seulement. 4 minutes, oui, c'est le temps de recharge qui est ultra important, c'est Ouais. c'est court. En fait, on revient en même temps qu'un plein d'essence Qu'un pratique. plein d'essence, ouais. La différence, c'est énorme parce qu'on nous habitue à des... Au max, en voiture électrique, on est sur 30 minutes. 30 minutes, 20 De 0 à minutes. 80%. si on- Ouais. Et donc, le scénario 2, où il n'y a pas de station hydrogène, parce que ce n'est pas encore assez répandu pour l'instant, Ouais. vous allez vous arrêter dans une station partenaire, un parking de supermarché où on aura placé les Capic Store. Où en fait, le coût d'implantation de ces Capic Store-là est nettement Ouais, plus 50 faible. fois moins élevé. C'est-à-dire que pour 50 fois moins pour le élevé. prix d'une station hydrogène, on peut développer 50 distributeurs de capsules. Ok, Donc, c'est énorme. on peut déjà couvrir une grande zone géographique pour commencer. C'est l'intérêt de ces capsules, de pourquoi on a innové, pourquoi on a breveté cet élément. Mais en plus, ça ne sert pas qu'à l'automobile. On a d'autres secteurs qui sont intéressés par les capsules qu'on est en train de développer. Donc voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que ces capsules-là sont uniquement là pour accélérer et enlever la peur de tomber en panne. C'est l'objectif des capsules. Si on devait revenir un peu à la partie technique de la voiture, ok, il y a un gros V8 qui va faire un bon son. Tu m'as dit que tu avais déjà pu un peu entendre et que c'est assez prometteur. Qu'est-ce qu'on aura d'autre sur la voiture? Question boîte, question suspension, question châssis. Ce sera les mêmes composants qu'une voiture classique qu'on connaît aujourd'hui ou... C'est vraiment, nous on a innové sur la capsule, Ouais. sur le design, sur le châssis, sur la plateforme. C'est des choses qui existent déjà, qui ont été améliorées. Donc on va avoir évidemment des trains roulants qui sont au niveau du marque premium. Ouais. C'est important parce que vous voulez vous positionner en tant que marque premium. Ah oui, on est une marque premium, donc c'est pour tout le développement, l'engineering qu'on développe, c'est pour être face aux grandes marques allemandes, des japonaises, des américains, Ouais. à ce niveau-là. On est sur un véhicule qui fait quand même, on se rapproche des 2 tonnes 2 Ok. en poids final. On est sur la version V8 à 550 chevaux. 550 chevaux. 50 chevaux. On a sur les simulations avec les ingénieurs, on est sur un 0 à 100 en 4 secondes 2, 3. Et ce qui est intéressant et ce qui va une petite surprise, c'est qu'en fait, ça sera une propulsion.
Full propulsion, ok. Pour la première version. Donc on va garder le côté en plus émotion, mais il y aura aussi côté propulsion pour avoir le sentiment de route. Il y aura une version cadre motrice évidemment, ça reste un SUV dans son design. Et d'ailleurs c'est le dernier événement statique que nous faisons chez NMX. La prochaine fois que vous allez entendre parler de NMX, ça sera roulant. Moi, ce qui m'excite énormément dans toutes ces infos que tu me dis, c'est que déjà, je l'ai dit dès que je suis arrivé, la voiture fait pas du tout concept. On sent vraiment que c'est une voiture qui est très concrète. Je la vois vraiment directement rouler sur nos routes. Il y a des solutions qui sont proposées en ayant pensé justement aux problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui avec d'autres moyens d'alimenter ces voitures-là. Et surtout, du coup, que ça va rouler dans pas longtemps, quoi. Oui, c'est ça. C'est que là, on a commencé en 2017. C'est grâce à nos équipes incroyables, c'est des centaines de personnes qui travaillent pour que ce rêve devienne une réalité au fur et à mesure. Ouais. Là, on parle d'un prototype roulant fin de 2024. Donc dans moins d'un an, ça va rouler. Et les premiers pré-séries vont être en 2026 pour un lancement de production en 27. Donc c'est demain. T'as parlé d'autres choses, je peux pas m'empêcher à chaque fois de revenir et de montrer ce moteur pour bien vous montrer vraiment que il y a la grosse inscription V8, le 6 litres 2. Tu as dit un mot très important, le mot design. C'est limite tout aussi important que l'innovation, surtout quand on lance une marque. Vous n'avez pas fait les choses à moitié chez NMX parce qu'on est chez Pininfarina, donc un des studios design les plus historiques et mythiques de l'histoire de l'automobile. Il y a 5 ans, quand j'avais avec Thomas Delussac, mon cofondateur, je lui avais dit je veux une voiture force tranquille. C'est-à-dire qu'elle en fait pas trop, pas besoin d'être trop exubérant pour montrer ce qu'elle peut faire. On voulait quelque chose d'intemporel et surtout reconnaissable. Parmi tous les marques premium qui existent aujourd'hui, il faut quand même avoir quelque chose qui se différencie, avec une signature lumineuse spécifique, qu'on la reconnaisse de profil surtout, qu'on la différencie tout de suite, sublime de profil. et également de l'arrière. Il y a eu un très gros travail avec Pininfarina, avec Thomas. On a passé des centaines d'heures sur l'arrière du véhicule. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on commence à designer une voiture par l'arrière. Aujourd'hui, on commence par l'avant. Okay. Comme l'arrière avait des capsules, on a dû commencer dès l'arrière. L'arrière, comme tu m'as dit, ça a dû vraiment être un défi de folie pour tout ce qui est normes de sécurité, cet élément-là en verre, les capsules. Tout à fait. Parce que beaucoup, évidemment, nous l'ont dit. Et voilà, il y a des sujets de sécurité. Constance, c'est comment ça va gérer en cas de crash. Ouais. Évidemment, là, c'est un prototype, donc elles sont plus proches par choc arrière, mais en série, elles sont plus profondes pour tous les systèmes de crash arrière. Donc, évidemment, juste côté sécurité, c'est un sujet qu'on aborde tout le temps. Ouais. Il faut savoir que c'est une technologie qui a été développée par Toyota il y a plus de 15 ans. Ouais. Dans leur véhicule hydrogène, parce que les voitures d'hydrogène roulent déjà depuis 15 ans. C'est des réservoirs qu'on appelle type 4, qui sont en Kevlar carbone. Donc c'est extrêmement sécurisé. Il y a des crash tests qui ont été faits avec des tirs d'armes de guerre sur les réservoirs. Donc voilà, on a pu valider ça parce qu'il n'y avait pas de sujet de suraccident en cas de crash arrière. Ouais, voilà, évidemment. Il y a toute une ingénierie, un brevet qui a été posé par rapport à ça. Voilà, il a fallu un travail conséquent sur l'intégration des capsules, de la plaque d'immatriculation, du sujet du crash arrière. Et un point important, le premier prototype qu'on a présenté il y a un an et demi n'avait pas de diffuseur, il n'avait pas d'échappement. C'était une pile à combustible. Ouais. Là, c'est différent, on a un vrai échappement une belle voiture premium. C'était redesigné, on a fait un grand travail sur ce design-là également de l'échappement. On a deux vraies sorties d'échappement. J'aime beaucoup aussi ces deux ailes de deux ailes de requin qu'on trouve sur le diffuseur. Qui ne sont pas allumées là. Mais... aussi. Cette signature du X lumineux, c'est tout de suite ce côté aussi reconnaissable qu'on voit dans le rétro. J'avais dit à Thomas, mon designer, je dis je veux que quand la voiture on la voit dans le rétroviseur, je sais que c'est une on sait que c'est une MX et qu'on a envie de se décaler pour voir le reste. Ok. Voilà. On a vu tout ce qu'il fallait voir sur l'hydrogène, mais j'aimerais aussi beaucoup vous parler du design, notamment avec le cofondateur Thomas, qui est designer. Merci pour l'invitation et merci de rejoindre du coup cette présentation. Moi, j'aime beaucoup avoir un peu ce qui est passé par la tête du designer pour concevoir la voiture. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré pour concevoir ces lignes-là avec ce briefing initial de Force Tranquille? Écoute, c'était un challenge assez intéressant. On voulait avoir un design qui soit un design assez fort, assez impactant, assez sportif. Ouais. Et on voulait aussi se différencier de l'univers des voitures électriques qui est plus fluide. On voulait quelque chose de plus impactant. Et donc, on s'est dit, pour réaliser cet objectif, ce qui serait intéressant, c'est de partir sur deux sources d'inspiration principales. La première, la science-fiction, qui est une de mes passions. Une autre source d'inspiration qui sont les voitures américaines, les muscle cars américains des années 60. C'est aussi une autre de mes passions. Est-ce que c'est de là que vient ce petit look un peu coupé à l'arrière, un peu fastback? Oui, alors ça rappelle un peu. Ce que je peux faire, c'est te montrer où on va retrouver ces points. Ouais. Ces points inspirés un peu des muscle cars. Ouais. Faut que tu saches que c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus dans les vidéos que je fais en général. Ouais. C'est voir les détails de design et essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans la tête du designer. Donc, voilà. Fais-toi plaisir, c'est vraiment ce que j'aime. La première chose que je voulais dans le design de la voiture, c'est d'avoir le capot à l'avant qui vient recouvrir les phares
comme ça, Okay. pour donner un côté un petit peu, cette impression d'une bête tapie dans l'ombre. Ouais. Tu vois, comme des yeux qui regardent dans l'obscurité. Source d'inspiration des voitures américaines des années 60, c'est le côté fastback que j'adore, qu'on retrouve sur, par exemple, une des Ford Mustang, et d'avoir donc la ligne qui vient mourir à l'arrière sans forcément remonter beaucoup, qui vient mourir complètement comme ça. Ouais. Alors, il y a un autre point aussi dont je me suis inspiré. Moi, j'ai une passion pour la Ford GT40, je trouve que c'est un des véhicules les plus incroyables jamais créés. Et je me suis dit, c'est intéressant, l'arrière a vraiment une personnalité très forte. L'arrière qui est oblique, comme ça. Et donc, je m'en suis inspiré pour donner un côté dynamique à l'arrière. Donc, c'est des petits détails, en fait, qu'on ne voit pas forcément quand tu vois le véhicule à première vue. Ça tombait bien parce qu'avec Fawzi, on a cette relation qui fait qu'on est tous les deux passionnés d'automobile, mais on n'a pas forcément au départ les mêmes thèmes de passion, mais on s'est retrouvés là-dessus. Et il y a un autre élément super important que tu voulais nous montrer. Un des éléments les plus intéressants dans cette voiture, dans le design, c'est le X qui forme à côté de la carrosserie. Donc comme tu le vois ici. Et qui est un peu l'empreinte en fait de Namix d'un point de vue. C'est à la fois le logo de Namix et ça va permettre de distinguer la voiture aussi sur le côté. Ce qui est assez rare au fond parce que les voitures généralement elles ont leur logo à l'avant ou à l'arrière, mais sur le côté en fait on n'arrive pas forcément à savoir quelle est la marque de la voiture. Donc ici en fait on a apporté cette touche assez originale d'avoir le logo qui s'incruste dans les parois de la carrosserie. Ça vient pas casser les lignes épurées de la voiture. Là, on voit aussi le travail de Pininfarina qui a collaboré avec nous sur ce point. Ils ont ce sens des lignes parfaites. Et moi, ce que je voulais aussi, qui est important, c'est qu'on ait des lignes qui soient continues. C'est-à-dire que les lignes, elles partent d'ici, elle vient mourir là, et l'autre ligne part de la roue ici, elle fait le tour de la voiture. Et en fait, ces lignes continues, c'est ce qui permet au design d'avoir un côté intemporel, que le design vieillisse bien et que ça paraisse fluide, élégant. Donc ça, c'est un travail très important. Très bien, merci beaucoup pour ces explications un peu de conception de comment a été pensée la voiture, parce que oui d'accord, on voit qu'il y a une ligne continue, mais on ne comprend pas pourquoi forcément ça a été fait comme ça. Et je peux vous souhaiter que du succès pour le futur du projet, que ce soit vraiment intemporel et que cette voiture-là devienne historique, j'en suis sûr, dans le monde automobile et dans le monde du design. Donc, merci beaucoup Thomas d'avoir pris le moment. Merci à toi. Moi j'ai une question à te poser en tant que passionné. Et je dis toujours qu'autant rêver jusqu'au bout et autant bien rêver. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette aventure de partir de ce fameux document Word dont tu as parlé dans plusieurs interviews où tu as écrit plan ultime à ça devant nous aujourd'hui dans cet endroit aussi mythique? Voilà, c'est un rêve, c'était un rêve il y a 6 ans, ça devient réalité au fur et à mesure. C'est vraiment l'envie de changer des choses positivement, de garder cette passion automobile parce qu'on voit qu'elle est en train de partir et ça rentriste tous les personnes qui sont fans de ça. Et je me dis que grâce à Hydrogène, on va pouvoir continuer. Alors là, c'est une motivation qui est décuplée, de lier le côté vraiment environnement. En plus, c'est réel. Le côté emploi, parce qu'on préserve aussi l'emploi avec le thermique, tous les fournisseurs, les équipementiers. Et préserver la passion automobile. Ça, je trouve ça ultra important. Donc cette flamme-là, elle me ravive. Je suis aussi, vous savez, je suis aussi marocain et il y avait cette ambition de faire aussi du Maroc une plateforme pour une marque premium. Clairement. Et voilà, c'est pour moi, c'est un vrai rêve de pouvoir dire, en Maroc, en Afrique, on peut aussi faire des projets aussi haut niveau. Important, l'extérieur, c'est Pininfarina qui a fait le design avec Thomas. Et l'intérieur, ce sont des designers marocains. Donc, que tu verras ensuite en VR, en simulation, ce qu'on a ici. Mais voilà, c'est des talents marocains qui ont fait le design intérieur. Cette collaboration qu'on a entre l'Europe et le Maroc, mais voilà, c'est comme tu as dit en fait, parce qu'on s'en rend pas compte derrière un écran ou quand on voit le résultat fini, mais pour rien changer, il faut tout changer. Exactement, il faut tout changer, et donc ça demande de s'entourer des bonnes personnes, c'est toute une équipe derrière moi, on est ultra fiers d'être ici à Ouais, c'est ça, et vraiment je te remercie déjà de m'inviter, de pouvoir partager ça avec tous les pétroliers et aussi d'avoir cette ambition de porter le drapeau marocain haut. Donc c'est vraiment un truc assez dingue. J'en perds un peu les mots depuis tout à l'heure, mais merci beaucoup pour tout le temps que tu m'as consacré. Merci Smith, et bienvenue à toi chez Pininfarina et à très bientôt pour la suite. Et les pétroliers vont être contents de la suite. Voilà, ça va les rassurer. J'espère bien. Bon, je suis remonté à Petrolheads parce qu'il y a plein de tournages qui se font. On est vraiment dans les coulisses et j'adore vous montrer moi les coulisses de ce genre d'événements qui sont juste incroyables. C'est un véritable rêve éveillé que je vis là grâce à vous d'être là et d'être acteur de cette présentation de cette voiture franco-marocaine et avec toutes ces ambitions qu'on vient de vous présenter. Énorme merci à vous d'avoir vu ça. Pour le coup, j'ai trop hâte de lire vos commentaires et qu'on discute de ce que vous pensez d'Hydrogène, de cette grosse annonce. Moi, je m'en remets toujours pas de voir qu'il y a un gros V8 de 6 litres qui nous attend pour le futur. Je vous laisse le site internet de Namix. Allez checker ça. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour aider au développement de la chaîne et pas rater les prochaines aventures. Merci énormément à Fawzi de nous avoir invités et de mettre en avant ce projet marocain et de mettre en avant aussi les youtubeurs marocains. J'étais avec Mohamed Moulissi aussi, que vous avez vu avec moi sur Instagram. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner sur Instagram pour pas voir aussi d'autres backstage que je partage pas sur YouTube. Et je vous retrouve pour la prochaine aventure.